toutes et à tous. Oui, c'est bon, ça marche. Bienvenue donc entre les murs de cette belle cité de l'économie pour cette deuxième édition du festival Écocotier. C'est un café débat aujourd'hui, c'est un café discussion, donc effectivement, sentez-vous libre d'aller de temps en temps au café, justement. Et cette soirée, l'objectif, il va être assez simple, c'est d'essayer de comprendre ou de montrer plutôt pourquoi est-ce qu'il est essentiel d'avoir un regard critique sur un peu tout ce qu'on entend, qui nous provient du monde de l'économie, et ce, que ce soit de la part des journalistes, des représentants politiques ou même des profs, on va le voir. Évidemment, avoir un regard critique, hein, ça ne veut pas dire que tout est mauvais, que tout est faux, etc., etc. Enfin, je le reprécise, sait-on jamais, mais ça veut bien dire essayer de comprendre pourquoi ce qu'on nous raconte peut avoir du sens. Essayer de se poser la question de savoir si ce qu'on entend, ce qu'on voit, ce qu'on lit nous semble logique. S'il n'y a pas à un moment donné quelque chose qui nous paraît étrange par rapport à ce qu'on sait, par rapport à ce qu'on a pu savoir lire auparavant. En fait, en un mot, c'est faire preuve d'esprit critique et donc s'interroger sur le pourquoi du comment des choses. Et ça tombe bien puisque aujourd'hui, on a deux personnes du Club des Cinq, finalement, de Veblen, qui ont fait cet exercice tous les jours la saison dernière sur France Culture et qui se sont interrogés sur le pourquoi du comment des choses en économie. Donc je suis ravi de vous avoir à mes côtés, Mathilde Dupré, Florence Génicatrice. Bonjour à toutes les deux. Bonjour à vous. Hop. Donc pour celles et ceux qui ne vous connaîtraient pas encore, vous êtes donc toutes les deux économistes, vous êtes toutes les deux membres de l'Institut Veblen, que vous co-dirigez maintenant, Mathilde Dupré avec Dominique Méda, qui faisait aussi partie des cinq, donc qui faisait des chroniques l'an dernier sur France Culture. Et de cet exercice de chronique critique est né un livre qui est là et que vous pouvez évidemment retrouver à la librairie de Citéco, qui s'appelle Chronique critique de l'économie, tout simplement, qui contient, en fait, c'est le recueil de vos chroniques passées. Et à chaque fois, l'idée était de prendre une question précise ou une question qu'on peut entendre généralement, qu'on peut se poser, mais là d'y répondre de manière précise. Et c'est ça toute la force et la difficulté aussi où réside cet exercice, c'est qu'à chaque fois, vous allez pile vous apporter une réponse réelle. C'est-à-dire que c'est pas forcément quelque chose qui est tout le temps le cas lorsqu'on écoute une chronique à la radio. Je ne citerai pas de nom, mais là, il y a vraiment un effort d'exercice, un effort, pardon, pour retrouver apporter cette réponse. Et c'est un peu ce même effort qu'on va essayer de faire ce soir. Pour les habitués de Citéco, cette conférence est en deux temps, comme d'habitude. Un premier temps de discussion et un deuxième temps où on vous donnera la parole. Donc préparez d'ores et déjà vos questions. Je vois que certains ont du papier et un stylo, donc c'est parfait. Et je vais vous donner une petite consigne ce soir. C'est vous aussi d'essayer de trouver une réponse, une question, justement, pour appeler à une réponse précise. Pas forcément un commentaire qui va relancer la discussion qu'on va avoir eue, mais s'attacher à cet exercice. Quelle est la question à laquelle vous aimeriez avoir une réponse en économie? Et puis le défi, ce sera de pouvoir y répondre. Mathilde Dupré et Florence Génicatrice. Ça devrait aller, j'ai toute confiance en vous. Et je me suis, moi, je me suis imposé cet exercice et je me suis dit, je vais partir de l'actualité. Donc, qu'est-ce qu'on entend beaucoup en ce moment dans l'actualité? Quel mot revient souvent? C'est celui de l'inflation. Évidemment, je me tourne vers vous. Je crois même que c'était hier, hein, l'INSEE a révélé son dernier rapport autour de la question. On est à 5,7% d'inflation en France. Alors peut-être que parfois vous entendez, lorsque les journalistes économiques font bien leur boulot, ou des représentants de grandes institutions économiques, pardon, Banque de France où on est, par exemple, ou sa cousine européenne, un autre terme qui est celui d'inflation sous-jacente, et on vous dit c'est surtout ça qu'il faut regarder pour avoir les dynamiques de fond, et c'est là où vraiment c'est important. Pourtant, si vous regardez ce qu'est l'inflation sous-jacente, on y enlève l'énergie, on y enlève l'alimentation, et là vous dites, esprit critique, mais c'est ça qui coûte cher, l'énergie et l'alimentation en ce moment, donc on n'y comprend plus rien, en fait, Florence Génicatrice. Est-ce que vous pouvez mettre un peu de lumière et un peu d'ordre dans toutes ces thématiques, tous ces éléments qu'on peut entendre autour de l'inflation? En somme, c'est quoi? Et surtout, ça vient d'où? Parce qu'on a l'impression que c'est quelque chose de naturel aujourd'hui qu'on en parle. Et pourtant, ce n'est pas si naturel que ça. C'est un élément de la théorie économique.
Oui, merci. Alors, c'est vrai que moi, j'ai commencé à m'intéresser à comment on mesure l'inflation il y a déjà une quinzaine d'années, à un moment où on était dans un régime de très, très faible inflation. On pensait même que la question inflationniste était une question derrière nous. Certains économistes l'évoquaient d'ailleurs. Alors, je m'y suis intéressée parce que, au fond, moi, dans mes travaux, j'essaye de m'intéresser de manière critique, comme Cédric le disait, aux indicateurs macroéconomiques qui forment ce qu'on appelle parfois le carré magique, c'est-à-dire la croissance, la dette, l'inflation, l'emploi, et tous ces éléments-là, ce ne sont pas des concepts qui tombent du ciel. Déjà, ils peuvent être définis économiquement, mais aussi souvent ils s'incarnent par des indicateurs. Et c'est le propre des macroéconomistes en particulier de faire jongler l'ensemble de ces indicateurs en disant, bah voilà, quand l'un monte, l'autre descend, etc., etc. Et moi, j'essaye de partir un tout petit pas de côté, un peu en arrière, en essayant de me dire, mais au fond, comment fait l'INSEE, puisque c'est l'Institut national de la statistique et des études économiques qui produit ces indicateurs, comment fait l'INSEE pour les mesurer? Pourquoi est-ce qu'à un moment du temps, on a eu besoin de mesurer ces indicateurs? Pourquoi est-ce qu'on a construit ces indicateurs? Et voilà. Et est-ce qu'ils nous disent vraiment ce que nous disons qu'ils disent ou ce que nous pensons qu'ils disent? Très important, ça. Et au fond, si je prends l'inflation, pour répondre maintenant à la question plus directement, bah, l'inflation, c'est un indicateur qui a commencé à être mesuré dans les années 1910 par un ancêtre de l'INSEE qui s'appelait la Statistique Générale Française. Et au fond, ils ont commencé à le mesurer parce qu'il y avait une grande révolte des ménagères françaises. Et la révolte prenait vraiment beaucoup d'ampleur. Il y a d'ailleurs eu quelques morts, etc., etc., parce que le prix du pain avait explosé. Donc vous voyez un petit peu les similitudes avec aujourd'hui. Alors évidemment, l'analogie s'arrête très vite, mais quand même, et ça conduit le gouvernement de l'époque à proposer d'essayer de construire un indicateur qui permette effectivement de sentir, d'une part, si au fond ces ménagères avaient raison d'être révoltées contre l'évolution du prix de ce qu'elles devaient acheter au quotidien, et deuxièmement, pour essayer d'anticiper finalement des hausses générales des prix à venir. Et donc, au départ, dans cet indice des prix, au fond, la statistique générale française, la SGF, elle a pris un panier de biens, disons, qui constituaient la consommation ordinaire d'un ménage ouvrier français de l'époque. Elle mettait une 12 ou 13 biens. Et puis, c'est ce panier dont on évaluait l'évolution dans le temps, le prix du panier avec tous ces biens. Et c'est l'évolution de ce prix du panier qui constituait l'inflation. Eh bien, aujourd'hui, c'est à peu près la même chose, sauf que, évidemment, les choses sont beaucoup plus sophistiquées. Et au lieu d'avoir un panier de 13 biens, aujourd'hui, l'INSEE, elle collecte environ, alors depuis 2020, c'est un peu différent, mais disons jusque 2020, elle collectait à peu près 400 000 prix tous les mois à l'intérieur d'un panier qui est constitué de 1100 produits différents. Donc vous voyez, entre 1913 et aujourd'hui, c'est un peu différent. Et c'est l'évolution de ce panier de 1100 produits collectés autour de 400 000 prix par mois qui constitue la mesure de l'inflation. Et donc, l'INSEE considère que c'est l'ensemble des produits qui reflètent approximativement la consommation moyenne du pays. Mais évidemment, moi, ce qui m'a intéressé beaucoup, c'est de regarder, et je m'arrête là, c'est de regarder dans le temps, entre 1913, disons, et aujourd'hui, quand est-ce qu'il y a eu des conflits autour de la manière par laquelle l'INSEE mesurait l'inflation. Et je vais donner juste 3 exemples, mais juste pour vous donner envie de lire l'ouvrage. Il y a eu un très très gros conflit dans les années 50 entre l'INSEE d'une part et le gouvernement d'autre part. Le gouvernement cherchant à ce que l'inflation soit maintenue relativement basse alors qu'elle explosait, et en disant je vais obliger les producteurs des biens contenus dans le panier à ce que ces biens soient fixés. Donc on pourrait appeler ça une politique des chiffres de l'inflation et non pas une politique de maintien de l'inflation, du chiffre plutôt que du phénomène. Ça, c'est une première controverse qui a mené l'INSEE à être très secrète dans la composition du panier des biens pour éviter que le gouvernement n'intervienne aujourd'hui. Et son secret date de la période des années 50. Dans les années 70, la CGT a construit son propre indice
Et elle était tellement puissante que dans un certain nombre de secteurs d'activité, on négociait des augmentations de salaire, non pas à l'aune de l'indice des prix officiels, mais à l'aune de l'indice alternatif de la CGT, qui était quelques points au-dessus. Et donc ça permettait de maintenir un pouvoir d'achat, ou en tout cas d'essayer d'avoir un pouvoir d'achat un petit peu supérieur. Et ça, c'était possible parce qu'elle était très puissante, par exemple, dans le secteur de la métallurgie. Et autre moment un peu conflictuel et un peu en tension, et qui a conduit l'INSEE à être un petit peu fébrile, c'est au moment du passage à l'euro, où là, l'ensemble des citoyens avaient des gros doutes sur le fait que l'inflation était maîtrisée, et ce doute était lié au fait, au fait que la monnaie est l'expression de la souveraineté d'un État, et que pour le coup, la souveraineté de l'État avait été... la souveraineté avait été donnée à une institution européenne qui n'était plus l'institution nationale, et donc il y avait, disons, qui a produit une sorte d'incertitude autour de manque de confiance dans la monnaie, et donc un doute vraiment très important. C'est-à-dire qu'il y avait un hiatus très fort entre la mesure officielle et la perception qu'avaient les ménages de l'augmentation de l'inflation. Alors pour celles et ceux qui ont connu ce moment du passage à l'euro, se souviennent peut-être de ces moments intenses de débat autour de est-ce qu'on est sûr que l'inflation est aussi basse, alors que dans nos perceptions, on avait le sentiment qu'elle était plus élevée. Et aujourd'hui, eh bien, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que vous avez, mais évidemment, ce sont des nouveaux acteurs qui entrent dans le débat. Et je vais donner juste un petit exemple. Donc, on sait que la perception qu'ont les individus de l'augmentation des prix est bien plus élevée que l'inflation officielle. C'est-à-dire que l'inflation, elle est autour de 5,7, 6% aujourd'hui, mais la perception qu'en ont les individus est plutôt à 2 chiffres. Alors ça peut s'expliquer pour des raisons psychologiques, mais ce qui est très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, vous avez des nouveaux acteurs qui entrent dans ce débat, et en particulier des tas de médias qui se mettent à construire leur propre indice des prix. Et vous avez, par exemple, BFM TV qui propose son panier d'indices de prix. Vous avez aussi France Info qui propose son indice, mais aussi Le Monde qui propose aussi son panier. Et donc ça constitue aussi des éléments finalement de controverse, et surtout une incertitude sur qui est légitime pour énoncer ce qu'est le bon indicateur macroéconomique. Hein, et la toile et Internet, évidemment, accentuent aussi ce que Alain Desrosières, un sociologue de la quantification, appelle la multiplication des centres de calcul, finalement, autour de ce qui compte et de ce qui devrait compter. Voilà, je m'arrête là. Ça soulève aussi la question du bon panier, parce que vous l'avez dit, à sa création, on mesurait le panier de biens consommé par un ménage ouvrier. Aujourd'hui, est-ce qu'on a une idée de ce qu'il y a dans ce panier, même s'il est secret? Il est censé représenter quoi, le panier? Parce que entre un panier d'ouvrier et un panier de cadre supérieur, a priori, on n'a pas la même chose à l'intérieur. Absolument. Alors au départ, c'était vraiment l'idée, c'était, enfin, tous les indicateurs ont toujours pour objectif de répondre à un projet politique particulier. Je le dirai tout à l'heure sur la croissance, et sur l'inflation, c'est la même chose. Donc il s'agissait à l'époque d'essayer d'apaiser les ménagères du monde ouvrier, et donc vraiment le gouvernement s'est centré sur la catégorie sociale des ouvrières et des ouvriers de la région parisienne pour des questions pratiques. Et petit à petit, l'INSEE a décidé de se fixer comme horizon le consommateur moyen. Et c'est à partir des années 60 et 70, c'est plus le ménage ouvrier dont on mesurait l'évolution de l'inflation, enfin, je mets des guillemets à tout cela, mais c'est un peu ça, c'est le consommateur moyen. Et le basculement s'est fait dans les années 60 et 70, à un moment où l'égalité économique était encore un horizon des politiques publiques. Avec l'explosion des inégalités et l'explosion de l'hétérogénéité dans les modalités, dans les modes de comportement, et en particulier comportement de consommation des uns et des autres, on sait aujourd'hui qu'il n'y a rien de comparable entre le monde rural et le monde urbain, il n'y a rien de comparable entre un comportement de consommation entre un cadre et un ouvrier, pas non plus entre un jeune et un vieux, etc., etc. Eh bien, cette hétérogénéité des consommations plus les inégalités font que plus personne ne se retrouve dans un indicateur très moyen. C'est-à-dire que cet indicateur de 6,2 ou de 5,7%, eh bien, il ne dit plus rien. Et d'ailleurs, l'INSEE tente, autant que faire se peut, de calculer aussi des indicateurs qu'elle appelle catégoriels, c'est-à-dire des indicateurs qui soient des indicateurs de l'évolution du prix de la consommation des ouvriers et des cadres supérieurs. Elle le fait plus vraiment avec les CSP, mais elle le fait avec les déciles, donc des 10% les plus riches et des 10% les plus pauvres, mais elle le fait que partiellement, si j'ai encore 15 secondes, elle le fait que partiellement, en particulier
au fond, comment fait-elle? Elle tient compte de ce qu'on appelle les coefficients budgétaires, c'est-à-dire la part de chaque catégorie de biens dans vos dépenses. Par exemple, en moyenne, on consomme environ 15% de nos dépenses en produits alimentaires. Voilà une partie de la réponse. Mais les cadres ont une part de ces consommations alimentaires bien plus faible dans l'ensemble de leurs dépenses, tandis que les ménages pauvres ont une part de biens alimentaires bien plus importante dans l'ensemble de leurs dépenses, qui sont en niveau beaucoup plus faible. Et donc l'INSEE est capable de faire des calculs en modifiant les coefficients budgétaires pour obtenir une inflation moyenne. Mais ce qu'elle ne fait pas, c'est tenir compte de ce qu'on appelle les effets de gamme. Les effets de gamme, c'est l'idée que les pauvres et les riches, je vais le faire vite, ne consomment pas les mêmes tomates, ne consomment pas les mêmes voitures, ne consomment pas les mêmes pâtes, ne consomment pas les mêmes vêtements. Et ça, pour le coup, l'INSEE ne se donne pas les moyens de pouvoir travailler sur cet effet de gamme dont on peut faire l'hypothèse que l'impact sur la mesure de l'inflation est assez forte. Et donc, on pourrait faire l'hypothèse, mais évidemment, ça reste une hypothèse qu'il faudrait étayer davantage, mais on n'a pas forcément les moyens de le faire économétriquement. En tout cas, on n'a pas les bases de données pour le faire, de se dire que l'inflation des personnes les plus pauvres, elle est sans doute supérieure à ce qu'elle est aujourd'hui calculée par la statistique publique. Voilà. Parce que cet effet de gamme n'est pas calculé. Donc vous voyez comment d'une question qui paraît simple, celle de l'inflation, on soulève en fait tout un champ de questionnement en économie. Et c'est vraiment la plus-value de ce livre par rapport aux chroniques radio, parce que vous pouvez les retrouver, c'est que c'est thématisé comme ça. Donc vous allez d'une page à l'autre et vous allez retrouver tous ces éléments. Vous allez apprendre que la CGT a émis son propre indice d'inflation. Je ne pense pas que tout le monde ici le savait dans les années 70, etc., etc. La question qu'on peut se poser maintenant, c'est on voit à peu près ce qu'est l'inflation et on se dit, ok, on a ça, on a l'alimentation qui pèse de plus en plus fort. Est-ce qu'on peut faire quelque chose en France, au niveau européen? Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour contracter un peu peut-être ces prix de l'alimentation? Est-ce qu'on peut avoir des moyens sur lesquels jouer? Est-ce qu'on a des leviers, des ressorts sur lesquels on peut agir? Et là, du coup, évidemment, je me tourne plutôt vers vous, Mathilde Dupré. Et c'est une question que vous posez dans ce livre, c'est qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui au sein de l'Union européenne pour jouer sur les prix de l'alimentation? Et vous partez d'un postulat temporel qui est celui de l'après-guerre en Ukraine. Je le dis parce que ça a quand même, après le début de la guerre en Ukraine, ça a un impact particulier sur, évidemment, le prix des céréales et de l'énergie. Oui. Merci, ça marche. Bonjour à tous et je suis très heureuse d'être là aujourd'hui. Effectivement, dans la chronique dont je vais parler maintenant, je regardais un peu quelles étaient les réactions et les demandes qui avaient été émises sur la question de l'alimentation juste après le début de la guerre en Ukraine. Alors, il faut savoir qu'effectivement, il y avait déjà eu une hausse des prix qui préexistait au déclenchement de la guerre, notamment du fait de la hausse du renchérissement des engrais azotés avec la hausse du prix du gaz qui était préalable au déclenchement du conflit. Mais c'est vrai que le fait que la Russie et l'Ukraine soient dans le top 10 des exportateurs pour un certain nombre de biens, notamment du blé, de l'orge, du maïs, du colza, de l'huile de tournesol, ça a eu un effet tout de suite très, très notable sur les prix de l'alimentation, avec beaucoup d'anticipation des acteurs sur ces marchés-là. Le fait aussi que la Russie est un des grands exportateurs d'engrais azotés. Et du coup, on a tout de suite eu une sonnette d'alarme pour dire que finalement la faim dans le monde allait augmenter, que déjà qu'elle ne baissait plus, enfin qu'elle même réaugmentait depuis environ 5 ans, qu'on était à nouveau à peu près 10% de la population, et donc qu'on avait un vrai enjeu de ce point de vue-là. Et ce qui était intéressant, le phénomène auquel je m'intéressais à ce moment-là, c'était de regarder quelles étaient les demandes des acteurs économiques par rapport à cette situation. Et c'est vrai qu'on a vu comment cette situation géopolitique a complètement percuté l'agenda de l'Union européenne, qui était l'agenda du Green Deal européen, donc du verdissement de l'économie européenne, et en particulier de l'agriculture, avec une communication qui avait été publiée qui s'appelle Farm to Fork, donc de la ferme à la fourchette, ou de la fourche à la fourchette. Il y a plusieurs traductions. Dans lequel notamment l'Union européenne indiquait sa volonté de réduire par 2
réduire par 50% l'utilisation des pesticides d'ici 2030. Et là, tout de suite, les lobbies d'un certain nombre de production agricole ont dit c'est absolument pas possible. Déjà qu'on importe de plus en plus dans l'Union européenne de denrées agricoles. Si on fait ça, on se condamne à devoir importer encore plus. Et surtout, on ne va plus jouer notre rôle de nourrir le reste du monde. Et donc, à ce moment-là, la Commission a fait un diagnostic qui était assez juste. Elle a dit « La crise alimentaire met à nu la dépendance du système alimentaire de l'Union européenne à l'égard des intrants importés, tels que les combustibles fossiles, les engrais, les aliments pour animaux et les matières premières, confirmant la nécessité d'une réorientation fondamentale de l'agriculture. » Donc, elle a quelque part persisté dans le diagnostic de dire qu'on a un vrai enjeu de continuer et d'aller plus loin dans la transformation de notre agriculture, mais ce n'est pas du tout ce qui s'est suivi. C'est que si on prend le plan et le bilan de la commission là, on se dit, en fait, si on veut diminuer les intrants azotés, donc en gros les engrais, pour dire vite, si on veut diminuer la production animale, donc les céréales qu'on produit pour nourrir les animaux, il faut en fait suivre ce qui avait été plus ou moins donné dans ce plan initial de de la fourche à la fourchette en français, alors que ces demandes de lobby phytosanitaire, de grands laboratoires phytosanitaires pour ne pas les nommer, allaient dans l'autre sens. Justement, et donc il y a eu en réaction de façon assez urgente des ajustements, notamment sur les termes mis en jachère, sur les règles, les assouplissements des termes sur les règles sur les termes mis en jachère. Pardon, j'arrive pas à le prononcer. Il y a eu des assouplissements aussi sur certaines règles de limite maximale de résidus de pesticides dans les produits importés pour l'alimentation animale, etc. Enfin, on a plutôt été dans un sens de l'assouplissement que dans un sens de la mise en œuvre de ce qui était prévu. Surtout, il y a eu une grosse levée de boucliers contre ce renforcement des standards qui avait été annoncé. Or, il faut savoir qu'aujourd'hui, près de la moitié de la production mondiale céréalière, elle est utilisée pour l'alimentation animale et dans une moindre mesure pour les agrocarburants. Et donc, on a quand même des scénarios très, très crédibles, notamment un scénario qui a été produit par l'IDRI, qui montre qu'en transformant l'agriculture de manière agroécologique et en réduisant la consommation de produits animaux de 40%, avec en plus des nouveaux modes d'élevage nourris aux prairies avec des légumineuses européennes, etc., en fait, on pourrait augmenter la contribution de l'Union européenne aux équilibres alimentaires mondiaux. L'objectif de réduction de la faim dans le monde. Voilà, et tout en réduisant nos dépendances aux énergies fossiles, tout en réduisant notre empreinte carbone. Donc on est vraiment vers ce changement de modèle vers lequel il faudrait aller. Et ce qui est intéressant aussi quand on regarde les indicateurs, c'est qu'on a cette idée on se berce un peu d'une illusion en se disant que l'Union européenne nourrit le reste du monde. Et c'est vrai que quand on regarde les indicateurs de balance commerciale en valeur sur les biens agro-industriels, on est exportateur net. Mais en réalité, on exporte beaucoup de biens comme les vins, les fromages, les cigarettes ou d'autres communautés qui sont très fortement transformées à haute valeur ajoutée. Mais si on regarde le bilan en termes de calories et de protéines, on est importateur net. C'est-à-dire qu'on dépend du reste du monde pour 11% de nos calories et pour 26% des protéines qu'on consomme. Et donc ça, c'est intéressant de faire ce pas de côté-là pour montrer que finalement, on a une idée très, très erronée de la place de l'agriculture européenne dans le reste du monde et que finalement, en changeant de modèle, on pourrait contribuer davantage tout en détruisant moins la planète. Donc ça, c'est évidemment intéressant. Alors après, ce sont des transformations de moyen long terme. Donc évidemment, ça ne répond pas forcément à la question de très court terme de qu'est-ce qu'il faut faire pour lutter contre la faim-nation non, mais ce qu'on voit, c'est que à court terme. Justement, qu'est-ce qu'il faut faire? Peut-être suivre le plan qui avait été émis au départ, qui n'était pas si mauvais. Et c'est ça le regard critique que vous apportez, c'est exactement ce que vous venez de dire au dernier moment, c'est se décaler dans la manière dont on regarde les choses. On regarde les choses en valeur. Et bien là, regardons-les d'un point de vue calorique, si on peut le dire comme ça. Ça ne sert pas qu'à regarder donc ce qu'on a dans l'assiette pour maigrir. Et c'est vraiment aussi tout ce travail qu'on retrouve. Et il y a
évidemment un autre champ qui est essentiel en économie quand on veut avoir une pensée critique de l'économie, un regard qui est peut-être pas le regard mainstream, c'est d'aller sur la croissance et donc sur le PIB, qui est l'indicateur dont on nous rabâche les oreilles dès le collège, sans vraiment, on a tous appris que si le PIB avait des limites, ça ne prend pas en compte le bénévolat, ça ne prend pas en compte le travail à la maison, certes, mais on ne va pas plus loin. On va rarement plus loin dans les cours, à moins de commencer à faire une licence d'économie, et encore on verra, ce n'est pas forcément le cas dans toutes les licences. Et du coup, j'ai un peu envie de vous poser la question à toutes les deux, parce que c'est vraiment le b.a.-ba de l'approche critique en économie. Aujourd'hui, le PIB, est-ce que ça reste un indicateur qu'il faut utiliser et quelles sont les grandes limites qu'il faut pointer si on doit continuer de l'utiliser? Je ne sais pas laquelle des deux veut commencer, peut-être vous, Florence. Je vais commencer. Oui, alors déjà, je ne pense pas qu'on puisse faire un lien totalement étroit entre être économiste critique et critiquer la croissance. Vous avez des tas d'économistes hétérodoxes qui ne sont pas mainstream et qui continuent à être tellement croissantistes, on pourrait dire. C'est-à-dire qu'ils se fixent comme objectif la croissance, comme finalité de la société. Alors, il y a deux types de critiques qui peuvent être formulées à l'endroit de la croissance. Moi, le premier ouvrage que j'ai rédigé sur la question, d'ailleurs sur une commande de Dominique Méda, et l'ouvrage, je l'ai écrit avec Jean Gadret, c'est un ouvrage qui date de 2003. Enfin, le rapport date de 2003, donc vous voyez, ça fait 20 ans maintenant qu'on travaille là-dessus. Et c'était des critiques, quand on les formulait, on nous considérait comme des dangereux révolutionnaires ou comme des doux rêveurs. Et on voit bien qu'en 20 ans de temps, les choses ont vraiment beaucoup bougé, et elles ont vraiment beaucoup bougé dans le champ académique. C'est-à-dire, bien sûr, dans le champ médiatique, voilà. Mais dans le champ académique, aujourd'hui, je pense par l'effet notamment de ce qu'on appelait la commission Stiglitz-Sen-Fitoussi, qui en 2009 a réfléchi à la mesure de la performance économique et du progrès social. Elle a permis finalement de légitimer un certain nombre de réflexions qui étaient bien antérieures à ces travaux de la commission, mais qui voilà, tout d'un coup devenaient légitimes dans le champ de la réflexion, et tant mieux, parce que ce sont des questions qui sont pas totalement résolues et qui continuent d'être un peu au cœur des problématiques. Donc, parmi les limites, il y en a de deux types, de mon point de vue. La première des limites, c'est ce qu'on pourrait appeler une limite interne, et je vais essayer de vous le faire comprendre de cette manière-là. Aujourd'hui, dans les sociétés occidentales développées, à 80%, ce qui est produit ne consiste plus à produire des biens. Ce que l'on produit à 80% consiste à transférer des informations, animer, éduquer, soigner, prendre soin. C'est ce qu'on appelle l'économie des services. L'économie des services dans le PIB, c'est 80% du PIB. 80%. Et c'est pareil dans l'emploi. 80% des activités sont des activités de services. Or, le PIB, pourquoi je vous dis ça? Parce que le PIB, il a été construit dans un environnement bien particulier, et en particulier avec des systèmes productifs qui étaient dominés par l'industrie et par l'agriculture. Et donc, quand on veut mesurer la croissance économique, ce qu'on veut faire, c'est mesurer l'expansion du PIB. D'accord? Donc, par exemple, il passe de 2500 milliards à 2600 milliards. Mais l'expansion du PIB, en valeur réelle, en volume, et donc on veut savoir si on produit plus de tables, si on produit plus de chaises, si on produit plus d'ordinateurs, de pipelines, etc., etc. Mais le volume d'une activité industrielle, on voit à peu près bien ce que c'est, mais des volumes d'activités de services, qu'est-ce que c'est qu'un volume d'éducation? Qu'est-ce que c'est qu'un volume de santé? Qu'est-ce que c'est qu'un volume de transfert d'informations? C'est quelque chose de très complexe. Alors ça nécessite des conventions complémentaires pour le mesurer, mais c'est une difficulté absolument redoutable pour bien maîtriser ce que l'on a en tête quand on dit qu'on fait 2% de croissance ou 2,5% de croissance. Je ne dis pas que l'INSEE n'essaye pas de répondre à la question, bien sûr, mais elle le fait vraiment avec un certain nombre de manières de mesurer qui sont assez problématiques, en tout cas héroïques. D'un autre côté, il y a des critiques beaucoup plus que vous connaissez et que Cédric a commencé à évoquer, qui sont des critiques non pas vraiment dans la manière de compter le PIB, mais parce que le PIB,
depuis 30 ans, est devenu un indicateur de finalité des sociétés. Vous vous souvenez bien de ce président de la République qui disait « j'irai chercher la croissance avec les dents ». En fait, ça veut dire mon objectif, ma finalité, c'est qu'il y ait une expansion de ce que nous produisons en volume tous les ans, puisque c'est l'expansion du PIB, la croissance. Et donc, mais en fait, bon, il n'y avait pas que Sarkozy qui disait ça. Je pense qu'on pourrait trouver des citations de cet ordre-là pour à peu près tous les présidents de la République depuis les années 60, en disant la finalité de notre société, c'est d'avoir de la croissance, avec évidemment des schémas un peu, à mon avis, surannés sur le lien qu'il peut y avoir entre croissance, emploi et investissement. Donc, et parmi les critiques aujourd'hui, et qui finalement ne cessent de se développer, il y en a 4. La première, c'est que, d'un certain point de vue, puisque le PIB, c'est la somme des valeurs ajoutées, toujours plus, c'est toujours mieux. Donc toujours plus de production, bien sûr agricole, mais toujours plus de production industrielle, toujours plus de psychotropes, toujours plus de réparation pour dégâts écologiques, toujours plus de... Tout ça, c'est toujours mieux du point de vue du PIB, parce que le PIB, c'est une somme de valeurs ajoutées, et tout ce qui transite par le marché à un moment donné est considéré d'une manière positive. Alors encore une fois, les comptables nationaux vont nous dire « mais nous ne devons pas mettre d'éthique ou de valeur à l'intérieur de la manière de mesurer le PIB », et je les comprends. Mais à partir du moment où le PIB est utilisé comme une finalité, alors là, finalement, ces critiques de type externe ont une justification. Parce qu'on comprenne bien ce que vous dites là, c'est qu'en somme, si je coupe une forêt pour en faire des meubles, que je replante une forêt, on va compter les deux à l'intérieur. C'est-à-dire que l'effort qui aura été mis pour replanter cette forêt comptera autant, à la limite, que la manière dont les arbres ont été coupés. Production d'armes comptée de la même manière que production de céréales. Bien sûr, autre exemple, vous avez une guerre, voilà, suivez mon regard, vous avez bien sûr moins 29%, c'est ce que fait l'Ukraine aujourd'hui, mais bien sûr, dans quelques années, vous allez avoir plus de 10% de croissance par an parce qu'il faudra reconstruire un pays complètement déconstruit. Et d'ailleurs, la croissance économique a commencé à être élaborée en France et dans les pays occidentaux après la Deuxième Guerre mondiale pour essayer d'avoir comme projet politique la reconstruction sur une base industrielle et sur une base marchande. C'était un projet politique très juste à l'époque et aussi d'ailleurs pour nourrir les populations. Donc c'était un projet très juste à l'époque, mais les défis d'aujourd'hui, en tout cas chez nous, sont plus ceux-là. Et dans la plupart des pays, ne sont plus ceux-là. Et en particulier, on n'avait pas comme horizon celui de devoir faire face aux défis climatiques, etc. etc. Donc ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est que, comme vous le disiez très justement, à l'intérieur du PIB, vous avez un périmètre très conventionnel. Il y a des tas d'activités qui sont certainement très bonnes d'un point de vue de l'augmentation du bien-être, mais qui ne sont pas comptées dans le PIB. Encore une fois, je ne dis pas qu'il faut les compter dans le PIB nécessairement. L'activité bénévole, l'activité domestique, qui est réalisée aux 2/3 par les femmes à l'intérieur du ménage, tout ça sont des activités absolument essentielles pour faire tenir la société, mais qui comptent 0 dans le PIB. Alors évidemment, l'idée, ce n'est pas nécessairement qu'elles soient comptées à l'intérieur du PIB, parce qu'elles n'ont pas de valeur monétaire. Mais à partir du moment où elles ne sont pas comptées avec un indicateur extrêmement hégémonique dans nos manières de nous représenter le bien-être et le progrès, ça pose des problèmes redoutables. Certains disent même que tout ce qui n'est pas compté finit par ne plus compter. Et c'est une question qui peut être posée sous cet angle-là. Évidemment, il y a des comptes satellites qui, par exemple, permettent de mesurer l'activité domestique. Par exemple, Delphine Roy... Après la commission Stiglitz-Fitoussi en 2009, qui est une statisticienne, a essayé d'évaluer la valeur, d'évaluer le volume que représentait l'activité domestique, donc celle qui est réalisée pour préparer les repas des enfants, pour faire le ménage, pour faire le petit potager, le petit bricolage à l'intérieur de la sphère domestique. Et elle comptait que si on lui donnait un prix, ça pourrait représenter jusqu'à 1/3 du PIB. Donc c'est loin d'être une activité négligeable. Et d'ailleurs, d'autres féministes, dans les années 80, avaient même dit que si on affectait à chaque heure d'activité domestique le salaire moyen, on pourrait venir jusqu'à doubler le PIB. Parce qu'en gros, il y a à peu près autant d'heures d'activité domestique qu'il y a d'heures d'activité salariée en France. Donc c'est vraiment un volume assez considérable, mais qui vaut rien dans nos manières de compter, dans le carré magique que j'évoquais tout à l'heure. Et dans les comptes satellites, comme on disait dans notre ouvrage avec Jean Gadret, le problème des comptes satellites, c'est que ça finit par quitter un peu l'orbite et puis voilà, à quitter un petit peu le monde. La troisième limite du PIB et de la croissance économique, d'ailleurs celle-là, elle a été beaucoup mise en avant par Joseph Stiglitz lui-même en 2009, c'est que le PIB est totalement indifférent aux inégalités
inégalités. Je reviens un petit peu avec l'un de mes dadas, mais voilà, que vous pouvez avoir 2% de croissance ou 5% de croissance, voire 10% de croissance, et que ça ne serve que les intérêts, par exemple, des 10% les plus riches. Et par exemple, aux États-Unis, sur la période 98-2008, qui était le moment où Stiglitz prenait la présidence de cette fameuse commission éponyme que j'évoquais tout à l'heure, eh bien, il décrivait la croissance économique qui avait été autour de 2-3% par an pendant les 10 années qui précédaient, comme n'ayant profité qu'aux 10% les plus riches. Toutes les autres catégories de la population aux États-Unis avaient connu soit une stagnation de leur pouvoir d'achat, soit une réduction de leur pouvoir d'achat. Donc, au fond, l'idée selon laquelle, avec de la croissance, il faut d'abord de la croissance pour réduire les inégalités, eh bien, quand on regarde l'histoire, ça ne marche pas comme ça. Évidemment, il n'y a pas d'effet de ruissellement mécanique, physiologique. Ça nécessite la mise en place d'institutions, en particulier de protection sociale, pour essayer de créer les conditions de la répartition. Donc la croissance en tant que telle ne dit rien de la réduction des inégalités. Et le quatrième point, qui est évidemment la raison pour laquelle cette critique de la croissance ne faiblit pas aujourd'hui, c'est que la croissance et le PIB sont des comptes de ce qu'on appelle en économie des comptes de flux. Et ce ne sont pas du tout des stocks. Donc au fond, on peut très bien avoir une très très forte dynamique de croissance, ce qu'on a connu par exemple dans les 30 Glorieuses, pour utiliser le terme qui est utilisé ici dans le musée, entre 45 et 75, 1945 et 1975, très 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 forte croissance. Mais cette forte croissance, elle a été faite au détriment d'un certain nombre de patrimoines qu'on a à notre disposition et qu'on n'a pas du tout ménagé, et dans lesquels on a puisé. Et ces patrimoines, c'est quoi? C'est le patrimoine écologique. Voilà, on a puisé, voire épuisé les ressources forestières, les ressources halieutiques, mais aussi la qualité de l'air, la qualité de l'eau, la qualité de nos sols aussi. Et tout ça, finalement, au fond, on peut avoir de la croissance en épuisant nos ressources jusqu'à un point critique qui ferait qu'elles ne puissent pas se renouveler. Et ça, c'était un impensé total de toute l'histoire des 30 Glorieuses telle qu'elle nous a été racontée par les historiens qui étaient aussi, finalement, qui racontaient l'histoire de nos réussites et qui est très technophile. Et donc, pour toutes ces raisons, eh bien, un certain nombre, voilà, je fais passer la parole à Mathilde. Pour toutes ces raisons, eh bien, depuis déjà les années 70, un certain nombre de chercheurs, dont je suis, eh bien, essayent d'élaborer d'autres indicateurs, des indicateurs qui puissent être complémentaires au PIB ou qui puissent se substituer au PIB pour essayer de produire finalement des narrations vers d'autres projets de société que simplement celui de la croissance et celui du productivisme qui l'a accompagné pendant 50 ans. Oui, parce qu'il y a quelque chose. Vous avez cité cette commission Sen-Fitoussi, Stiglitz Sen-Fitoussi, qui est une commission relativement importante dans l'histoire économique et dans l'histoire presque politique de l'économie, parce qu'elle avait aussi un des objectifs, pas forcément l'objectif numéro un, mais qui était de fournir à l'Assemblée nationale de nouveaux moyens, de nouveaux outils dans le calcul du budget. On ne peut pas dire que de ce point de vue-là, ça a été forcément une grande réussite, mais en tout cas, depuis, l'Assemblée nationale calcule un peu différemment son budget. Et parce qu'il y a d'autres indicateurs, on en connaît certains. Celui qu'on connaît forcément le plus, j'ai envie de dire, c'est l'indicateur qui nous vient, dont le bouton se vante, qui est du coup, il m'échappe, le bonheur national brut, merci beaucoup. Mais il y en a un dont vous parlez, Mathilde Dupré, dans ce livre, qui est un peu plus technique, on va dire, mais qui peut susciter de grandes aspirations. C'est celui du Donuts. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus clairement de quoi il s'agit ? Merci. Alors le donut, c'est pas un indicateur en tant que tel, mais c'est une façon de se représenter l'économie et son inscription dans la biosphère et dans la vie sociale, que effectivement on trouve assez intéressante nous à l'Institut Veblen et qu'on essaye de promouvoir parce que en fait cette idée-là, elle a émergé. C'est Kate Waitworth qui était économiste pour l'ONG Oxfam pendant plusieurs années et qui travaillait sur la question de la satisfaction des besoins essentiels des populations les plus pauvres. Et en fait, elle a assisté en 2008, je crois, avant même que les travaux ne soient publiés, à la présentation des travaux de l'équipe de Johan Rockström qui travaillait sur les limites planétaires et qui ont été publiés juste après, donc les 9 limites de la planète.
Elle avait été très impressionnée par cette présentation. Donc, ces chercheurs ont montré effectivement qu'on a 9 limites qui régulent, en fait, enfin 9 limites qui régulent la stabilité de la biosphère. Donc, c'est à la fois le changement climatique, l'érosion de la biodiversité, mais aussi les perturbations des cycles biogéochimiques de l'azote et du phosphore, les changements d'utilisation des sols, l'acidification des océans, l'utilisation mondiale de l'eau, l'appauvrissement de la couche d'ozone stratosphérique et l'augmentation des aérosols dans l'atmosphère. Et il montrait que déjà à l'époque, il y avait des risques très, très forts, puisqu'il y avait déjà 3 des limites maintenant qui étaient mesurées, pour lesquelles il y avait des dépassements. Et à ce moment-là, quand elle voit ça, elle se dit que c'est quand même très intéressant déjà d'enchasser l'économie dans ces limites planétaires, et donc de mettre un plafond, en fait, à nos activités économiques, ce qui est en rupture totale avec la représentation qu'on a quand on est focalisé uniquement sur le PIB qu'on voudrait faire croître. Et elle se dit que ce n'est pas suffisant de représenter ces limites planétaires avec un plafond, mais que ce qui est intéressant, c'est aussi d'y mettre un plancher social qui définirait la satisfaction des besoins essentiels des populations, et donc travailler à la fois sur les inégalités, sur les rapports hommes-femmes, sur la faim, et on peut y ajouter d'autres choses, notamment la participation politique, l'emploi, l'énergie, etc. Et donc, ce qu'elle essaye de montrer, c'est ça qui donne un donut, et de dire que l'espace sûr et bénéfique pour la société, c'est de réussir à avoir des activités économiques entre ce plancher et il faut être dans le beignet, donc. Et donc, il faut réussir on voit bien le donut, il faut être dans le beignet en tant que tel. Voilà. Quoi. Après, ce que je voulais ajouter sur les indicateurs, ce qui est compliqué, c'est qu'on a du mal à avoir un vrai suivi dans ces indicateurs-là. C'est-à-dire qu'on a eu, par exemple, la loi SAS il y a quelques années qui prévoyait qu'il y ait un rapport fait au moment de la loi de préparation du budget à chaque fois et annexé en fait à ce budget, et qui donne un certain nombre d'informations complémentaires sur alors il y avait beaucoup d'indicateurs dedans. Moi, celui que je regardais souvent, c'était celui de l'empreinte carbone, donc les émissions importées liées à notre consommation française, mais des productions qui sont faites dans des pays tiers. Il faut bien distinguer de l'inventaire national. Souvent, quand vous entendez la France, alors du coup, ils ne vont pas utiliser le mot de bilan carbone, mais n'émet pas tant de carbone, etc. On prend l'inventaire national, c'est-à-dire ce qui est fait sur notre sol, mais on oublie que ce stylo a fort probablement été produit dans un pays en Asie, la Chine, et que l'empreinte carbone de ce stylo doit compter puisqu'on l'utilise en France. En tout cas, c'est un indicateur sur lequel il est important d'avoir les yeux aussi, et de s'assurer que si on réduit nos émissions au niveau national, dans la production nationale, ça ne se déporte pas vers ce qu'on importe. Et donc, typiquement, ça, c'était un rapport qui était très intéressant et qui est sorti de plus en plus tardivement, année après année, et qui, je crois, n'est plus produit maintenant. Donc là, maintenant, par exemple, il y a aussi le Haut Conseil pour le climat qui produit un rapport annuel et qui donne des éléments intéressants de mesure d'un certain nombre de choses. Mais souvent, le thermomètre est cassé avant qu'on arrive à avoir un vrai suivi dans le temps d'indicateurs importants comme ceux-là. Est-ce qu'il y a... Mais je vais vous... préparez vos questions. En attendant, Florence, j'ai vu que vous vouliez réagir à ce que vous venez de dire, Mathilde, et après un tour de questions dans la salle. Juste un tout petit point de mise en perspective. Donc, comme vous l'avez compris, donc commission Stiglitz-Fitoussi 2009 qui vise à élaborer des nouveaux indicateurs de performance économique et du progrès social. Et puis ensuite, Eva Sas, qui est une députée Europe Écologie Les Verts, qui s'empare de ces résultats un peu scientifiques en disant ce serait bien si tous les ans, au moment de la loi de finances, on mettait en avant d'autres indicateurs que simplement le PIB et la croissance et l'emploi pour essayer d'évaluer les politiques publiques. Et entre deux, au fond, comment ces indicateurs ont-ils été choisis ?
Eh bien, dans la commission Stiglitz-Fitoussi, le travail, il a été fait purement en chambre. C'est-à-dire, ce sont des experts qui ont travaillé de leur côté. Et pourtant, l'un des économistes très connus, qui s'appelle Amartya Sen, disait « Nous sommes en train de réfléchir au monde que nous voulons ». Et il avait raison de dire « Nous sommes en train de réfléchir au monde que nous voulons » parce que, comme on me dit souvent dans nos travaux, les indicateurs, ces grands indicateurs qui nous gouvernent, finissent par devenir des représentations très importantes et des modes de conduite de l'action publique et donc presque individuelle par la suite. Et donc la question qui se pose vraiment, enfin moi que je continue de poser, et je pense que c'est l'un des problèmes aussi du Donuts et d'autres, et des travaux d'Eva Sas, c'est qui décide de ce qui compte ? Vraiment, qui décide de ce qui compte? Est-ce que les économistes, parce qu'ils étaient tous plus de 60 ans, tous blancs, tous issus du monde anglo-saxon, pour réfléchir au monde que nous voulons, est-ce que la légitimité à un moment peut aussi venir d'une légitimité plus hybride qui prendrait en compte de manière beaucoup plus large, pas seulement voilà, le savoir des économistes qui est certainement très utile, hein, je ne veux pas dire le contraire, mais pas seulement, aussi un savoir plus multidisciplinaire et pourquoi pas aussi d'essayer de partager des savoirs. Il y a par exemple des indicateurs alternatifs sur par exemple sur les inégalités et la pauvreté dans les années 90 qui ont été conçus, y compris par des ONG. D'ailleurs, que le Donuts au départ soit le fruit d'Oxfam, c'est une ONG contre les inégalités. Donc il y a beaucoup d'indicateurs qui sont comme ça, dont s'emparent des associations parce que précisément ils ont ce sentiment, et parfois pas qu'un sentiment, que les indicateurs qui structurent un peu nos manières de penser sont des indicateurs qui ne disent pas où est l'important. Voilà, c'est juste ce que je voulais rajouter. Est-ce qu'il y a une question? Ça, je vais faire passer mon micro, ce sera plus simple. Personne pour prendre la parole? C'est toujours compliqué la première question, mais ne soyez pas spécialement... Merci, monsieur. Allez-y. Bonjour, merci. C'était super la présentation. Du coup, pour revenir à ce que vous venez de dire, quelles sont les conditions de possibilité pour qu'un nouvel indicateur mondialement conçu et partagé qui nous débarrasse du bon vieux PIB pour que, voilà, qu'on puisse créer un projet de société mondial, parce que là, on ne peut plus s'en passer. Voilà. Comment on fait? C'est une bonne question. En fait, il y a trois modes de légitimation. Il y a la première, c'est l'expertise. La deuxième, dont s'emparent des tas d'initiatives, c'est de dire « oh là là, ces choses-là sont beaucoup trop subjectives et donc renvoyons à des sondages individuels ». Et c'est comme ça que la question du bonheur devient extrêmement centrale. Même l'INSEE s'est mise à mesurer notre bonheur. Hein. Et Philippe Frémaux, dont on a envie de parler ce soir, disait « le bonheur est une chose bien trop importante pour être laissée entre les mains des politiques et des économistes ». Donc peut-être qu'on peut réfléchir à des manières de... Parce que c'est très totalitaire de mesurer le bonheur individuellement par sondage en disant sur une échelle de 0 à 10, diriez-vous, vous êtes satisfait de votre vie. C'est comme ça que c'est mesuré. C'est facile, ça ne mange pas de pain, et chacun répond entre 0 et 10. Évidemment, selon que vous êtes à Citéco ou au cinéma ou en bord de plage ou en train de... Voilà, vous n'allez pas répondre du tout la même chose. Et évidemment, il y a des tas de problématiques qui se posent, y compris le totalitarisme vers lequel ça pourrait aboutir. Donc je mets cette espèce de monde de l'individu de côté, et entre le monde de l'expertise et le monde de l'individu et du sondage, il y a autre chose qui s'appelle le monde du citoyen. Et là, on peut essayer de construire des conventions partagées temporairement sur ce qui est important et utile aujourd'hui. La Convention pour le climat, magnifique miracle, comme dirait Gaël Giraud, miracle démocratique, évidemment pas suivi des faits, mais ça c'est pour un problème politique lié à nos gouvernants, mais pas du tout lié au processus lui-même. Et là, c'est un niveau national. Donc, si c'est possible à un niveau national, pourquoi ne pas envisager que ça soit envisageable au niveau international? En tout cas, au niveau local et des territoires, des initiatives comme celle-là, il y en a énormément en route actuellement. Que je pense au Grand Lyon, que je pense à l'Île-de-France et à Paris, en particulier la ville de Paris, que je pense aux Hauts-de-France, dans lesquels nous, on avait mis en place aussi une convention citoyenne sur la question des indicateurs. Donc c'est possible, ça reste encore embryonnaire parce que voilà, on travaille avec des moyens beaucoup plus artisanaux que les très très grandes organisations internationales autour de la manière de réfléchir à ce qui compte, mais des conventions, enfin ce qu'on pourrait appeler un peu des conventions citoyennes autour de ce qui compte, vraiment c'est des initiatives qui se développent partout. Et ça permet aussi à chacun de se réarmer aussi de la question du politique, qui est évidemment une question encore plus importante, me semble-t-il, que tout ce dont on est en train de parler aujourd'hui, c'est-à-dire comment faire pour que les gens considèrent comme étant d'intérêt général, qu'ils s'emparent de la question de à quoi nous devons compter sur nos territoires et qu'est-ce qui devrait compter, quoi.
J'ai envie de poursuivre la question et de vous la poser, Mathilde Dupré, parce que vous co-dirigez l'Institut Veblen. Alors pour ceux qui ne connaissent pas l'Institut Veblen, c'est comment est-ce qu'on pourrait le définir? Un think tank d'économistes hétérodoxes, ça vous va? C'est un think tank qui travaille sur les dimensions économiques de la transition écologique et sociale. Et ben voilà. Et du coup, quand on fait ce travail-là, on a aussi envie d'amener le changement sur le terrain politique. Comment est-ce que vous y prenez? Quels sont les leviers d'action que vous avez à disposition? Alors, le think tank, il a été historiquement créé avec la conviction qu'il y avait suffisamment de débats et de diffusion de ces idées sur ces sujets-là. Donc, on a mené un énorme travail de publication, d'organisation d'événements, etc. Et c'est vrai que petit à petit, on est aussi allé vers la voie de l'interpellation des politiques et du dialogue direct avec les décideurs sur un certain nombre de ces sujets. Et on le voit parce que des fois, il ne suffit pas simplement d'apporter les bons arguments et les bonnes démonstrations aux décideurs pour qu'ils s'emparent des sujets. Il faut aussi, comme ils ont beaucoup de choses à regarder à la fois, il faut aussi souvent les aider à voir que les sujets sont importants. Il faut aussi leur montrer que c'est important qu'ils s'en emparent parce qu'il y a des attentes citoyennes, sociales, etc. autour de ces enjeux-là. Mais c'est vrai qu'on le sent, il y a des, et notamment avec la question du changement climatique, c'est un énorme accélérateur de discussion en fait sur l'économie et sur la façon dont notre système économique fonctionne. Et de ce point de vue-là, on utilise beaucoup ce levier-là parce que là, on a quand même un consensus scientifique très fort qui nous montre qu'on a quelques années encore pour agir et qu'il faut réformer énormément d'outils, d'instruments et de fonctionnement pratique de nos activités. Et du coup, on l'a vu sur plusieurs sujets, par exemple sur la politique de la Banque centrale européenne et la façon dont elle a construit tout son cadre d'intervention en étant soi-disant neutre sur les enjeux climatiques. Sauf qu'en fait, la neutralité climatique, ça veut dire reproduire l'économie telle qu'elle est aujourd'hui, donc une économie carbonée, et ça veut dire qu'on ne prépare pas suffisamment le monde de demain et l'économie telle qu'elle devrait être très rapidement. On l'a vu aussi, on travaille beaucoup sur la politique commerciale de l'Union européenne. Et encore aujourd'hui, on a des accords de libre-échange qui visent à vendre des voitures européennes ou des pesticides européens, d'ailleurs certains qui sont interdits dans l'Union européenne d'usage, et on les vend à des pays tiers et en échange on achète de la viande ou autre. Enfin, on voit que c'est des accords qui sont faits sur un modèle qui est absolument aujourd'hui incompatible avec les engagements auxquels on a souscrit à l'échelle internationale. Donc on passe beaucoup de temps, nous, à aller voir des décideurs, alors beaucoup au niveau français, mais aussi pas mal au niveau européen, pour essayer de mettre à jour ces contradictions-là et essayer de montrer comment on pourrait envisager une politique de la Banque centrale européenne différente, des règles sur la régulation financière aussi différente, ou une autre politique commerciale. Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle? Sinon, moi, j'en ai... Oui, alors... Oui, mais pas en... Moi, j'ai juste une question qui est peut-être un pas de côté par rapport au sujet, mais l'Institut Veblen fournit un certain nombre d'outils. Vous allez auprès des décideurs, donc en mode aussi d'influence. Quelle est l'origine en fait de faire ce podcast, puis le livre, qui lui s'adresse plutôt au grand public? C'est-à-dire que là, c'est moins d'aller à l'échelle des décideurs. Et qu'est-ce que cela a demandé d'un point de vue des économistes, dans le travail d'écriture et dans le travail didactique, pour peut-être essayer de partager un peu plus cette analyse critique qui a été réalisée? Bon, c'est enregistré? C'est capté tout à fait. Là aussi, ok. Au départ, c'est Dominique Méda qui a été mobilisé en fait, et pour faire un podcast tous les jours. Et elle s'est dit, enfin, les podcasts qui marchent le mieux en histoire, ils sont faits par des hommes qui sont à la retraite.
Et nous, on est des femmes, on est toutes des femmes. Alors donc, on a déjà 3 vies, et on est toutes des femmes, mais en plus, on est en activité. Donc, elle a trouvé raisonnable qu'on se partage le travail. Et elle est allée chercher dans l'Institut Veblen direct, et puis des personnes comme moi qui étions un tout petit peu plus périphériques à l'Institut Veblen, mais quand même très en lien. Et donc, je suis moi rentrée à l'Institut Veblen à cette occasion. Franchement, c'est un boulot de dingue de faire ça. C'est-à-dire, pour chaque... D'abord, il faut déjà trouver les idées. Il faut que ce soit des idées de thématiques, parce que là, on a fait vraiment, on vous en a raconté 4 sur les... On en a fait 50 chacune à peu près, donc il y en a 250. Donc là, on en a parlé, on a évoqué 4 d'entre elles. On n'a même pas fait les 6 qui étaient prévus. Donc 4 d'entre elles, donc vous imaginez voilà. Donc il faut trouver les thématiques. Donc on sonde un peu les collègues, les copains, même parfois la famille, en disant vous auriez envie qu'on parle de quoi? Et puis ensuite, il faut qu'il y ait une sorte d'adéquation avec nos propres compétences, parce que nous, on n'est pas des toutologues. Hein. Vous savez ce que c'est qu'un toutologue, hein. C'est ceux qu'on entend à la radio, à la télé tout le temps et qui ont un point de vue sur tout et qui sont experts de tout et de rien à la fois. Et nous, on veut pas être dans cette catégorie-là. Donc, on voulait aussi que ce soit quand même des sujets sur lesquels on avait une véritable expertise, soit qu'on avait acquise par nos pratiques, soit qu'on avait acquise par les recherches qu'on a menées. Donc, vraiment, chacune d'entre nous, on avait nos spécialités, etc. Après, la grande difficulté, c'est qu'on avait 3 minutes 30 à 4 minutes pour à la fois introduire un sujet, pour le développer, et puis pour donner une véritable réponse à la question qui était formulée. Et donc ça, c'est un boulot de dingue. Évidemment, ça se voit pas, et tant mieux, parce que c'est pas l'occasion, enfin, c'est pas le lieu de commencer en disant, vous savez, ça m'a pris beaucoup de temps pour vous parler 3 minutes 30, mais puisque vous posez la question, je vous dis, c'est un boulot de dingue, et moi, j'ai adoré, ça m'a beaucoup transformé, y compris pour parler un peu autrement. Et puis, ce qui est bien, c'est que, bon, après le bouquin, en revanche, moi, ça m'a rien demandé comme boulot. Vraiment, j'avoue, parce que j'ai dit, c'est apprendre ou à laisser en l'état, parce que c'était déjà très écrit, enfin, je trouvais, donc je trouvais que voilà, c'était apprendre ou à laisser comme ça. Après, ce qui est bien, c'est que c'est des très bons formats pour nos étudiants. C'est-à-dire que voilà, moi j'ai mis plein de liens pour mes étudiants, y compris de podcasts que j'ai pas réalisés, et c'est des bons formats parce que 3 minutes 30, ils n'ont pas le temps de se fatiguer, et en même temps ils peuvent prendre beaucoup de notes aussi, c'est assez structuré, donc ça peut introduire des sujets, ça peut être voilà, c'est un très, enfin moi je trouve que c'est un très bon format, mais c'est un format vraiment vraiment lourd en travail de préparation. Enfin, tu dis ce que tu en penses, mais... Non, mais je confirme, j'ai passé à la fois une année extraordinaire parce que c'était très, très stimulant et enrichissant. Et puis, voilà, beaucoup de travail pour préparer les miennes, mais j'ai appris aussi plein de choses en écoutant celles des autres. Mais après, effectivement, on a fait ça presque en plus de tout ce qu'on fait d'habitude, et c'était presque le rythme d'une par semaine en fait chacune, donc c'est un travail énorme, et surtout que finalement, enfin en tout cas moi je me retrouvais à écrire beaucoup, et que la phase la plus difficile était la phase de découpage pour rester juste. Tout en simplifiant énormément à la fois parce que le temps était court, mais aussi pour essayer de rendre ça accessible, parce qu'on nous avait dit qu'il faudrait essayer de faire en sorte que les lycéens puissent écouter ça. Alors je ne suis pas sûre qu'on y soit toujours parvenu, mais le but c'était quand même vraiment d'essayer de dire les choses en termes simples, de ne pas jargonner, d'utiliser vraiment des termes les plus accessibles possibles. Donc c'était, je pense, ça la partie la plus difficile. Mais c'est un exercice, et puis après il y a l'exercice radiophonique en plus, où on a appris beaucoup de choses aussi, parce qu'on n'est pas des femmes de radio à l'origine, donc là aussi on a eu plein de conseils sur notre prononciation, notre diction, etc. Juste un dernier petit point, parce que je partage au moins avec on était 5, hein, au moins avec les 2 autres collègues qui sont économistes comme moi, c'est qu'on avait aussi... on savait qu'on serait non seulement écouté normalement par des lycéens, mais je ne suis pas sûre non plus, et on nous avait demandé de simplifier beaucoup, mais on se sait écouter par notre communauté. Et en fait, quand vous savez écouter par votre communauté, vous avez une sorte de petit surmoi permanent qui dit je ne peux pas trop simplifier parce que sinon on va dire que vraiment voilà. Et donc ce surmoi, il a été insupportable en permanence pendant toute l'année, mais bon, on s'en est accommodé. Mais ce qui fait que ça donne des chroniques d'une grande justesse aussi. Et je confirme, moi j'ai pas du tout participé à quoi que ce soit dans ces chroniques. Je suis parti de cette émission avant, mais moi ça marche auprès de mes étudiants. Je leur disais, le livre n'était pas sorti, je leur demandais d'écouter, ils l'écoutaient, et généralement, d'ailleurs c'était assez drôle quand il y avait une thématique d'exposé,
il m'arrivait d'aller chercher derrière dans leur et je retrouvais des formules que vous utilisiez. Mais soit très bien, c'est ça aussi un étudiant qui fait ses recherches, c'est un étudiant qui est allé voir là où il y a du contenu et il y a du bon contenu. Donc, et vraiment, effectivement, on a à peine effleuré les différents sujets qu'il y a dans ce livre. Il peut nous rester le temps d'une dernière question s'il y a quelqu'un qui est insatisfait ou insatisfait de ne pas avoir pu poser sa question dans la salle. Sinon, il va être temps pour nous de rendre le café à ceux qui veulent venir boire un coup. En tout cas, merci à toutes les deux d'être venues ce soir. Merci à Citéco donc de nous avoir accueillis. Évidemment, restez donc pour le spectacle de ce soir qui s'appelle donc Les Surfeurs de l'économie. C'est l'épisode 2. Il y avait eu le premier lors de la saison dernière du festival Écocotier, si je ne m'abuse. Et puis le festival Écocotier continue donc jusqu'à demain. Vous avez le Quesaco du GIEC, le GIEC Quesaco plutôt à 11h et la conférence de 16h qui sera avec Thomas Porcher et Éric Monet. D'ici là, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à bientôt. Merci à toutes et tous. Merci à vous. Merci.